Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour l'interview de cette semaine. J'ai eu la joie de recevoir Céline Alix, auteure du livre Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, sorti chez Payot il y a peu. Dire que j'ai été emballée par la lecture de ce livre est un euphémisme. Céline Alix y décortique le mouvement de fond qu'elle a observé et dont elle fait partie, de femmes intelligentes, talentueuses qui arrivent à se hisser à des postes prestigieux, de pouvoir, d'impact même, avant de décider que merci mais non merci, elles ont envie d'autre chose. Toute la force du livre, c'est d'analyser le phénomène d'un point de vue systémique, sociétal, et pas comme une somme de destins ou décisions individuelles. Avec Céline, nous avons parlé du monde du travail actuel, très cloisonné du reste de la vie, de ses codes, encore peu accueillants pour les femmes, des leviers de motivation pour les femmes qu'elle a interviewées, au premier rang desquels se trouve l'efficacité. Nous avons aussi beaucoup parlé des conditions à créer pour que les femmes aient envie de rester, des nouveaux modèles qu'elles construisent et inventent, et de la sororité, ce soutien si précieux qui s'instaure naturellement entre elles. Nous avons échangé sur les notions de pouvoir, de réussite et sur le fond sur cette 4e vague du féminisme qui amène les femmes à aller au-delà de l'égalité, à affirmer leur ambition de créer un autre modèle de réussite et de travail que celui dans lequel on leur demande de rentrer au chausse-pied depuis des décennies. J'aime ce que dit Céline au tout début de notre échange. J'aimais ce métier, mais je n'aimais pas la façon dont il était exercé. J'ai ressenti une espèce d'usure, avec cette idée que si on m'avait demandé de créer un monde du travail, je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. C'est drôle parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me signaler l'apparition du livre, à croire que son contenu fait écho pour vous. Alors je vous souhaite d'y trouver le courage de vous dire qu'un autre modèle est possible et que vous pouvez contribuer à le créer si c'est votre souhait. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Sandra. Écoute, je vais commencer par te dire un énorme merci pour ton livre, parce que j'ai vraiment, enfin c'est un sentiment, j'ai l'impression que tu as écrit le livre qui manquait en France, sur un sujet qui est traité dans d'autres pays, mais qui n'était pas traité en France, et te dire à quel point lire ton livre fait du bien. Et donc je suis très très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour nous en parler en détail. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à écrire Merci mais non merci. Oui, alors donc moi je m'appelle Céline Alix, j'ai 47 ans et j'ai eu un parcours assez classique, de bonne élève, voilà, très scolaire, très sérieuse, tout se passait bien à l'école. Je ne savais pas trop quoi faire après le bac, mais je savais que j'étais plus littéraire que matheuse. Et en plus, j'avais déjà la langue anglaise que je maîtrisais parfaitement, puisqu'avec mes parents et mes frères, on était partis aux États-Unis pendant 1 an. Donc, j'ai appris l'anglais là-bas. Donc, j'ai trouvé un double diplôme qui mêlait le droit et l'anglais. Et donc, je me suis dit que j'allais tenter ça. Ça s'est bien passé. J'ai poursuivi mes études, etc. Je suis rentrée en stage dans un cabinet d'avocats anglais, un peu par hasard, mais parce qu'à nouveau, ça mêlait les deux matières. Et je suis devenue avocate, un peu par hasard, puisque de stage en stage, on m'a proposé de rester au sein du cabinet anglais, sous condition que je passe le concours du barreau que j'ai eu. Et donc, je suis devenue avocate un peu comme ça. J'avais jamais eu la vocation de l'avocat plaidant, etc. Mais bon, voilà, j'ai bien accroché avec le droit, et donc je suis rentrée dans ce cabinet anglais. J'ai travaillé ensuite dans un cabinet américain, à New York et à Paris aussi. Donc, en tout, je suis restée à peu près 8 ans. J'ai exercé la profession d'avocate d'affaires dans ces deux grands cabinets prestigieux, où donc on travaillait énormément. On était très bien payés. Le deal était très clair. On était très bien payés, mais en revanche, on travaillait
le soir, le week-end, les vacances étaient annulées. Moi, j'ai eu pas mal de dîners que j'organisais chez moi où je n'étais pas, puisque c'était à ce point-là. Donc, beaucoup de travail, etc. Le métier me plaisait. Il faut savoir qu'en droit, il y a beaucoup de filles. À la fac de droit, à l'école du barreau et même dans les cabinets d'avocats, dans les juniors, il y a beaucoup de filles. Et puis, alors, quand on regarde au-dessus, il n'y a plus que des hommes. Donc, au début, je ne m'étais pas vraiment fait la réflexion, mais voilà, les années faisant, la fatigue aussi arrivant, je me suis aperçue qu'en fait, j'aimais ce métier, mais je n'aimais pas toujours la manière dont il était exercé. Donc, ce sont des petites choses qui se sont un peu accumulées. J'ai ressenti une espèce d'usure et avec cette idée que voilà, moi, si on m'avait demandé de créer un monde du travail, je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pertes de temps, que je passais trop de temps au bureau, qu'on aurait pu faire autrement, qu'il y avait des choses superflues, des codes, des rites qui avaient été mis en place par des hommes, parce que finalement, le monde du travail, il a été créé par des hommes et pour des hommes. Et nous, en tant que femmes, on est arrivés en deuxième partie de jeu, j'ai envie de dire, et finalement, on n'a pas du tout contribué à son élaboration. Et je me suis aperçue qu'en fait, moi, il y avait des choses qui ne me convenaient pas et que j'avais envie de travailler autrement. Donc, j'ai décidé de quitter la profession il y a 10 ans. Et je me suis vite aperçue que je n'étais pas la seule et qu'en fait, il y avait plein de femmes qui quittaient aussi cette profession. J'ai commencé à regarder les chiffres. Alors déjà, il y a beaucoup plus d'avocates que d'avocats en France. Puisqu'il y a 52% d'avocates et 48% d'avocats. Et pourtant, les femmes, pour 30% d'entre elles, quittent la profession dans les 10 premières années d'exercice. 30%? C'est énorme, ouais. Donc moi, autour de moi, dans les cabinets d'affaires, il y avait plein de filles qui décrochaient. Je me suis dit, mais c'est quand même fou ce phénomène. Il faut quand même. J'ai essayé de regarder, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait rien. J'ai commencé à lire un petit peu des choses sur le sujet. J'en trouvais peu. Et puis, je suis tombée sur un livre qui m'a, je pense, totalement libérée aussi et ouvert l'esprit, qui est un livre d'une Américaine, c'est une sociologue qu'elle a écrit en 2008. Elle s'appelle Pamela Stone. Elle a écrit ce livre qui s'intitule Opting Out, pourquoi les femmes quittent leur carrière et rentrent à la maison. Pour la traduction en français. Alors, je me suis aperçue qu'aux États-Unis, c'était un phénomène qui avait été identifié et analysé. Donc, cette femme, cette sociologue Pamela Stone, elle est allée interviewer une soixantaine de femmes aux États-Unis qui avaient fait des grandes études, donc Harvard, Princeton, que sais-je, et qui avaient décidé de quitter leur carrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les Américaines, elles quittent leur carrière, donc elles optent out, c'est-à-dire qu'elles sortent totalement du système. Donc, ce livre m'a vraiment, a mis le doigt sur moi, ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti. Donc, ça m'a vraiment, c'était un vrai choc. Et je pense que ça m'a vraiment incité aussi à écrire le mien parce que je me suis dit que c'était intéressant de voir qu'en France, les femmes ne rentraient pas à la maison, mais elles se déplaçaient, elles faisaient un pas de côté et elles inventaient un nouveau monde du travail. Et que la différence est intéressante. Et surtout, voilà, à nouveau, je trouvais que c'était que ce phénomène, que ce que nous faisions, c'était un révélateur d'un problème de société beaucoup plus général, finalement, et donc ça valait le coup de le dénoncer et d'en parler. Donc, c'est ça que tu as eu envie d'écrire. Et ce que je trouve, c'est exactement ce que tu dis là, mais ce que je trouve génial dans ton livre, c'est que tu prends une approche systémique. C'est-à-dire, plutôt que de regarder des sorties de route, si on veut appeler ça comme ça, mais des espèces des parcours individuels qui sont souvent vécus, et tu en parles dans l'introduction, mais comme des échecs. Et c'est fou parce que je vois dans ma communauté d'équilibristes, et c'est mon histoire aussi, mais cette sensation de te dire, mais si je quitte le système, je vais me griller, je suis foutue, c'est un renoncement, c'est un échec, t'en parles beaucoup et ça fait du bien de le lire. Mais en fait, j'ai adoré ce prisme que tu as pris de te dire, mais en fait, c'est un mouvement de fond. C'est quelque chose de systémique. Comment t'en es arrivé à faire cette bascule-là de ton histoire individuelle à quelque chose de beaucoup plus grand? Vraiment, je crois que ce livre, il m'a vraiment. Que quelqu'un prenne, je crois qu'elle a mis 2 ans à faire son enquête, prenne le temps, et puis c'est une sociologue qui est dans une université américaine, etc. Je me suis dit, ah oui, non, mais si elle écrit là-dessus, c'est que c'est pas juste mon problème à moi, ou comme tu dis, la somme de cas isolés, hyper personnels, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et puis, du coup, j'ai commencé à plus m'intéresser au sujet, c'est-à-dire que quand je rencontrais des femmes autour de moi, je leur demandais ce qu'elles faisaient avant, etc. Je me suis vraiment intéressée et je me suis aperçue qu'en fait,
c'était un peu toujours la même histoire. Et quand j'ai commencé à interviewer des femmes, j'en ai interviewé une cinquantaine, mais je pense que j'aurais pu en interviewer 200. Je me suis arrêtée un moment parce qu'en fait, j'entendais toujours les mêmes choses. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un... Donc, voilà. Le parcours typique, c'était très bonne élève, très sérieuse, très méritante. Ça marchait super bien. Et au bout d'un moment, il y a des pratiques qui rendaient le boulot insupportable. Évidemment, celles qui avaient des enfants, cette frustration et ces problèmes s'accéléraient quand elles avaient des enfants. Mais moi, par exemple, j'ai quitté la profession, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants. Donc en plus, c'était même pas lié à... On pouvait pas me dire, ah bah oui, en fait, tu arrêtes parce que tu vas t'occuper de tes enfants. Non. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir que c'est pas toujours lié à la maternité. En fait. Ouais, tout à fait. On va les il y a quelques codes là dont tu parles qu'on va décortiquer ensemble, mais avant ça, il y a plein de moments dans le livre, je souriais parce que je voyais qu'on avait les mêmes références sur les sujets, tu vois, carrière, vie des femmes. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est fou, c'est que des références américaines. Et je me dis, mais comment ça se fait que le sujet a été traité aussi peu directement en France jusque-là? Tu as une idée sur cette question-là? Mais je pense, bon, alors déjà, c'est vrai que le combat féministe, il remonte à... Ça prend du temps, hein, je pense que... Mais, et puis, les Américains, ils sont toujours un peu en avance sur nous, sur ces sujets sociétaux, j'ai envie de dire. En France, c'est marrant parce qu'on est culturellement assez progressiste. Mais alors, quand il s'agit de mettre en œuvre le machin, c'est beaucoup plus long. Donc... oui, je trouve que dans la mentalité, les Français, ils sont hyper ouverts, etc. Mais alors après, quand il faut appliquer les changements, donc je pense que ça va venir. Enfin, je veux dire, je suis pas inquiète, je suis assez optimiste. Même je trouve que depuis quelques années, là, depuis MeToo, etc., c'est la folie. En fait, on n'a jamais autant parlé des femmes, les violences faites aux femmes, les colleuses là, qui collent dans les grandes villes. Et puis les sujets de parité qui reviennent. Enfin, je veux dire, là, en ce moment, on est vraiment dans un... J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que c'est bien engagé quand même. Donc, je pense que... Mais oui, on a un temps de retard sur les anglo-saxons, mais comme souvent... J'espère que ton bouquin sera le début de tout plein d'autres sur ce sujet-là. Alors justement, quand on parle des codes, il y en a quelques-uns, il y en a plein dans le livre qui sont super intéressants. Enfin, quand je dis code, ça fait référence à ce que tu disais comme étant les éléments qui ont fait que ces femmes ont quitté ces postes-là à un moment donné. Le premier, c'est cette injonction à ne pas montrer ses faiblesses. Et où j'ai l'impression qu'en ce moment, on tombe presque dans l'extrême inverse. Alors, est-ce que c'est la bulle dans laquelle moi je vis, mais où on est dans ce truc, tu sais, on parle tout le temps de vulnérabilité, un peu à toutes les sauces. Dans le fond, c'est une valeur très noble, mais on en dit un peu à toutes les sauces. Tu penses qu'on a progressé là-dessus, sur cette idée de ne pas montrer ses faiblesses? Oui, je pense. Moi, je pense que pendant très longtemps, le monde du travail, en fait, il était très cloisonné. On arrivait au bureau avec un costume et cette idée qu'on n'avait pas d'autre vie, en fait. On parlait pas, il fallait pas parler de sa vie de perso. On était là, finalement, oui, c'était très séparé, en fait. Donc, effectivement, il n'était pas du tout question de parler de ses problèmes d'enfants, de maison, de couple, etc. Mais tu as raison, je trouve que depuis quelques temps, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je voyais aussi sur LinkedIn, il y a des entreprises qui mettent en place des programmes sur la santé mentale qui poussent leurs employés à venir leur parler de leurs problèmes et même des problèmes de violence faites aux femmes. Ça, je trouve ça super. C'est-à-dire que les RH s'emparent aussi du sujet. Il y a une vraie prise de conscience que l'employé, il n'est pas seulement quelqu'un qui est entre quatre murs et qui n'a pas de vie par ailleurs. Et ils invitent les femmes qui subissent des violences à venir en parler au RH, ce qui est quand même un changement énorme par rapport à il y a quelques années. Donc, du coup, on est en train de prendre en compte l'être humain dans sa globalité et pas seulement comme un soldat qui vient au bureau et qui se sépare de toutes ses autres vies, quoi. Donc, est-ce qu'on est dans l'extrême? Je ne sais pas, peut-être, mais peut-être qu'il faut que le balancier aille d'un côté pour revenir au milieu. Et peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas, mais c'est sûr que le mot vulnérabilité, il est très en vogue. Ouais, il y a une femme américaine, toujours, qui s'appelle Brené Brown, je ne sais pas si tu connais, c'est elle en fait qui a un petit peu mis le mot et qui fait des podcasts là et qui a vraiment qui a fait un TED Talk, je crois, sur le sujet et qui a vraiment mis le doigt là-dessus en disant
que c'est pas dangereux d'être vulnérable, en fait. Que c'est... Non, Ouais. qu'au contraire, Mais c'est... oui, donc ça fait Ouais. réfléchir. Je pense qu'il Ouais. y a un vrai mouvement, une vraie tendance qui va vers cette prise en compte de l'être humain dans sa totalité. Oui. Ouais. Mm. Il y a d'autres choses qui ont beaucoup aussi résonné pour moi, mais c'est tu sais, cette impression dont parlent tes interviewés, d'être des invités dans un système qui les tolère pas, Mm. ou à peine, mais en gros qui s'adaptera pas à elles, quoi, avec des codes très masculins, les Gimme Five, Ouais. les bro Ouais. codes et tout ça. Moi, ça m'évoque cette notion d'expérience, tu sais, comme un UX, enfin l'expérience utilisateur en fait. Et qu'est-ce qu'on offre en fait à ces femmes comme Ouais. expérience utilisateur? Oui, j'aime bien ce terme Ouais, d'expérience utilisateur, c'est ben hyper concret, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. ouais. C'est comment tu fais en fait pour que finalement elles se sentent les bienvenues là-dedans. Mm. Ah bah, je pense que la question de l'expérience utilisateur, elle n'a pas du tout été abordée quand on a Ouais, ouvert les portes, entre guillemets, aux femmes. ouais. Donc, en fait, on leur a dit, bon, bah voilà, ça, c'est le monde du travail, donc bah, intégrez-vous, c'est comme ça. Donc, Mm, ouais, vous êtes les bienvenus, mais bon, on va pas du tout faire d'efforts ou d'adaptation pour vous, c'est à vous de vous adapter. mm. Et donc, oui, donc du coup, l'expérience utilisatrice, en tout cas, elle n'a pas été, Elle est non, pas optimisée. ça a été un peu, ouais, ça a été un peu un choc, je pense. Ouais, Ou pas, c'est-à-dire que je pense qu'au début, les femmes, à nouveau, elles sont de bonne volonté, elles ouais. veulent bien s'adapter, etc. Mais il y a un moment où elles se sont dit, non, mais là, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est-à-dire que je ne me sens pas chez moi, en fait. Il y a vraiment Ouais. eu cette idée, moi, dans les femmes que j'ai interviewées, et elles disaient, on ne se sent pas chez nous, quoi. Les hommes, là, ils sont comme des poissons dans l'eau. Enfin, Mm. pas tous, hein, parce que Pas ça tous. aussi, c'est en train de changer. Mais nous, ces codes-là, ces histoires de... Je trouve toujours que les voitures de fonction, là, les trucs qui paraissent totalement... Ouais, c'est vraiment masculin, quoi. Donc, ça aussi, c'est en train de changer. Mais ouais. oui, c'est ça. Elles sont arrivées dans un monde qui n'a pas été créé pour elles ni par elles. Et donc, je pense qu'elles... Et tu elles parles de ont eu cette ce choc. adaptation. Est-ce que c'est la suradaptation qui fait qu'à un moment ça bascule et qu'on se dit non mais là je peux plus. Enfin, c'est ce qu'elles ont exprimé ou pas forcément? Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, C'est-à-dire qu'elles se disent bon, bah, j'ai la chance d'être là. Il y a toujours cette idée de culpabilité. ouais. J'ai la chance d'être là. Je ne vais pas en plus râler, donc je vais m'intégrer. Mm. On a bien voulu m'y accueillir, donc je vais m'y conformer. Sauf qu'à un moment, c'est trop, quoi. Il faut trop rentrer dans le moule avec un chausse-pied et c'est trop difficile, quoi. Mm, mm. Oui, il y a un peu cette idée. Il y a ça, il y a un truc sur lequel tu as mis le doigt que je trouvais super intéressant, c'est cette recherche d'efficacité qui avait l'air de revenir pas mal dans tes interviews. Tu peux nous en parler un peu de ça? Mm. Oui, parce qu'en fait, moi, les raisons pour lesquelles ces femmes ont quitté ces postes à responsabilité, elles sont finalement assez... il n'y en a pas 36. Hein. La première, c'est l'histoire du temps, c'est-à-dire la perte de temps. Ouais. Elles trouvaient qu'elles passaient, comme moi, hein, qu'elles passaient trop de temps au bureau, mais pour des raisons un peu exogènes, c'est-à-dire Mm. qu'elles sont là pour faire leur boulot, il n'y a aucun problème, mais elle trouve qu'il y a beaucoup de temps perdu dans des réunions qui n'en finissent pas parce que l'ordre du jour n'est pas fixé, parce que les gens s'écoutent parler pendant des heures. En fait, ils sont venus là pour ça et pas pour régler un problème. Les femmes, en fait, ce qui les drive dans leur boulot, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'elles recherchent l'efficacité. Ça leur procure une vraie satisfaction, un travail fait, bien fait, et ensuite elles peuvent rentrer à la maison. C'est ça Mm. qui les motive et qui les fait avancer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, mais qui recoupe un petit peu aussi, c'est tout ce qui est manœuvre politique. Mm. Voilà, code mis en place, c'est-à-dire renvoi d'ascenseur, je te coopte là si tu me mets là, toutes ces espèces de magouilles qui aussi Mm. polluent un peu Mm. l'efficacité et le vrai travail, en fait. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont revenues dans toutes les interviews. C'est fou ça. Et c'est rigolo parce que tu vois, il y a quelques temps, il y a un bouquin qui est sorti. Enfin, il y a eu pas mal de discussions autour de comment mieux comprendre les règles pour se mettre dedans, tu vois. Enfin, Mm-hmm. se dire, ben, c'est vrai que nous, en tant que filles, on nous apprend pas trop ces règles-là, donc il faut les apprendre, mieux comprendre comment ça fonctionne pour mieux s'y intégrer. Mm. Et là, finalement, on se dit, on est au bout de ça. Enfin, on arrive au bout de ce système-là où finalement, ces femmes-là, elles décident qu'elles en veulent pas de ces règles-là. Oui.
Oui, alors moi, j'aime bien dire qu'en fait, ces femmes-là, finalement, elles vont au-delà de l'égalité parce Mhm. que c'est bien d'avoir les mêmes droits et les mêmes choses que les hommes, Mhm. merci. Mais en fait, nous, on aimerait déterminer les choses dont on parle. Donc, Ouais. c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'elles, elles veulent changer les codes, en fait. Elles veulent plus de ces codes-là. Elles ont essayé de s'y conformer, ça leur va pas. Donc, Mhm. elles vont au-delà, elles font un acte de création. En fait, elles inventent de nouvelles manières de travailler. Et je trouve que oui, l'efficacité dans la sphère professionnelle, c'est Mhm. quelque chose qui revient toujours, toujours. C'est leur objectif, en fait. L'efficacité, parce que c'est ce qui te permet de circonscrire le travail à un temps et un lieu de, enfin, un temps donné, Oui, et donc de vivre autre chose. C'est oui, il y a ça. Et puis, une vraie satisfaction à à la nouveau, tu vois, satisfaction ouais, ouais. intrinsèque. Ouais, C'est ça qui les porte, en fait. d'accord, Donc, ça a plusieurs facettes, d'accord. l'efficacité. Mm. Et derrière ça, il y a quand même la notion de la définition de la réussite, en fait. Oui. Alors ça, oui, ça c'est moi c'est vraiment une question Ouais. que je me suis posée. Je me suis dit, bah, alors la réussite, comme on nous la présente, bon déjà elle est unique. Il y avait moi quand je suis arrivée dans le monde du travail, il n'y avait qu'un moule. Mm. Le moule, et si je résume, hein, c'est très simplificateur, mais c'était finalement réussir, c'était gagner de l'argent, avoir un statut, un beau titre et du Mm. pouvoir. Mm. Donc, et ça, je me suis aperçue que les femmes que j'interviewais, c'était pas forcément ce qu'il est. Alors évidemment qu'elles ont besoin d'argent et que ça, je tiens à le dire, elles veulent toutes s'assumer financièrement. Donc, elles ont toutes choisi des voies qui leur permettent de s'assumer financièrement, ça c'est Mm. sûr. Mais ce qu'elles recherchent avant tout, c'est à nouveau cette satisfaction par l'efficacité. Et c'est plus aussi un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. En fait, réussir pour elles, c'est réussir toute leur vie. Mm. Donc, c'est une réussite qui n'est pas que professionnelle. C'est pour ça que je parle de réussite. Dans le sous-titre, c'est comment les femmes redessinent la réussite sociale. Ouais. Parce que la réussite pour elles, c'est réussir leur vie perso, leur vie professionnelle, leur vie amicale, leur vie familiale, parentale, Ouais. je ne sais quoi. Donc, oui, c'est une autre définition, en fait. Il y a un mot qui revient beaucoup dans ton livre, c'est nourrir. Se Mhm. nourrir. Aussi, à un moment, tu parles des slasheuses et tu vois, cette idée que des activités se nourrissent les unes les autres. J'ai trouvé ça vachement intéressant de ce terme-là, en fait. Ouais, en fait, j'ai remarqué chez moi et chez les femmes que j'ai interrogées cette envie de bouger. En fait, elles ont beaucoup de mal à rester entre quatre murs, Mm. 10 heures par jour, 5 jours sur 7. Mhm. Il y a vraiment en fait, elles aiment se lâcher, elles aiment mélanger le pro et le perso et passer de l'un à l'autre, ça leur donne de l'énergie, en fait, Mm. contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. Mhm. On pourrait penser que c'est disruptif et que ça les Ouais. déconcentre. En fait, non. C'est quelque chose qu'elles aiment faire et qu'elles recherchent. Euh, ouais. Il y a un postulat que tu fais dans le livre et qui est au cœur de tout ça, mais c'est que en fait, enfin, si on veut vraiment schématiser de manière très grossière, en fait, bah, avant, il y avait les femmes dans la maison, il y avait les hommes au travail. Les femmes sont sorties de la maison, sont rejoints les hommes au travail, puis il y a personne qui est revenu dans Ouais, la c'est maison ça. remplacer les femmes. Non, c'est une très bonne description. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, en France, contrairement à d'autres pays scandinaves notamment, Mm. quand les femmes sont arrivées en masse sur le marché du travail, donc dans les années 70-80, il n'y a pas eu de débat national Ouais. disant bon bah alors maintenant que les femmes sont aussi au travail, comment on fait qui va s'occuper de la maison, des Mm. courses, je sais pas quoi, Mm. des travaux et des enfants évidemment. Il n'y a pas eu ce questionnement. Alors que dans d'autres pays, la question a été posée, c'était un problème, c'était le problème de tout le monde en fait. Ah ouais. Maintenant que les femmes étaient au bureau, Mm. comment fonctionne la maison. En France, il n'y a pas eu ce débat. On a juste dit aux femmes, bah, venez, regardez, on vous accueille. Bah, en revanche, c'est votre problème voilà, qui va. Et donc, elles ont pris ce problème sur leurs épaules, en Mm. plus de s'intégrer dans un monde qui n'était pas le leur. Mm. Elles ont pris le problème pour elles. Et Mm. c'était leur problème. Et pendant longtemps, je trouve que dans les entreprises, on avait des politiques pour les femmes, des politiques de temps partiel pour les femmes, Ouais. comment retenir les femmes, etc. Et en faisant ça, en fait, on continue à laisser le problème aux femmes, alors que c'est un problème général. Ouais. Je veux dire, les enfants, ils sont faits par un Mm. père et une mère, et donc et la maison, bah, les pères, enfin les hommes, ils habitent aussi dans une maison, donc il faut aussi faire les courses et la nettoyer et la laisser en bon état. Donc Mm. il y a vraiment cette idée que
que oui, non, mais tu décris bien, c'est ça. Elles sont sorties de la maison, elles sont arrivées au bureau, et puis, à la maison, il n'y a plus personne. Mais c'est elles qui ont pris le C'est poids elle. de ça, en fait. Mais et qui le prennent encore. Enfin, tu vois, bon, on va pas revenir sur tous les débats de charge mentale et tout, mais en fait, moi, je suis toujours frappée de voir, tu vois, dans les audiences de mon podcast, les épisodes qui ont le plus cartonné, c'est ceux où on parle de burn-out, tu vois. Et ça me fait mal, en fait, de voir ça. Je me dis, enfin, ça reste un truc très individuel, très... ben, je me démène et je me débrouille et je me brûle, quoi, et je me fatigue. Et c'est, enfin, j'aime bien que tu recadres le problème comme étant un problème de société. Oui. Et... Il y a un exemple là qui me vient en tête, c'est que Ouais. j'ai interviewé une femme qui est coach parentale maintenant et qui m'a donné un exemple que j'ai trouvé juste génial, qui me dit, alors voilà, tu es chez toi, ton mari est déjà parti au travail et ton enfant a de la fièvre. Et donc, tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie quand même à l'école ou est-ce que je vais chez pédiatre? Au lieu d'être toute seule avec ce problème à te culpabiliser, mais non, je devrais rester, mais en même temps, il faut que j'aille au bureau, donc j'en viens. Elle dit, tu prends ton téléphone, tu appelles ton mari et tu lui poses la question. Et c'est bête, c'est vraiment, c'est rien. Mais c'est juste, c'est aussi son problème. Et en fait, ne garde pas le truc pour toi, parce qu'on a tendance à faire ça. Ça, c'est un tout petit exemple que je donne, mais finalement, il est hyper révélateur, je trouve. Tu vois, c'est mon problème. Mais non, en fait, cet enfant, il a aussi un père. Et tu vois, déjà ça, c'est des petits trucs qui... Et du coup, maintenant, je le fais. Alors que j'avais tendance aussi à me dire, bon, bah attends, comme c'est moi qui suis là, mon enfant est malade, bah, c'est à moi de gérer, c'est à moi de réfléchir, de prendre cette décision qui est quand même... Ben non, la décision, tu la prends à deux, en fait. J'ai bien aimé tu vois, pour illustrer l'idée que c'est pas ton problème, en fait. C'est pas ton problème, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est rigolo, et moi ça me fait penser quand j'étais en déplacement tout le temps, et à chaque fois, mon petit garçon il était tout petit, à chaque fois on me disait, mais qui s'occupe de ton fils? Ben, il a un père. Ah bon? Oh là là, il gère. Oh là là, ben, chapeau, hein. Ouais, non, il est content surtout d'être avec son fils. C'est toujours ce truc de... Ouais, c'est ton problème, quoi. C'est à toi de... Et comme les femmes prennent le problème pour elles ont tendance à... Bah, du coup, évidemment que personne va lever le doigt en disant tu veux que je te décharge de ton problème? Mais en fait, il faudrait que... Je veux dire, c'est un problème, c'est le problème de tout le monde. Et dans les entreprises, ce n'est pas seulement le problème des femmes. Il faut prendre le truc, à mon avis, en disant c'est un problème, c'est notre problème à nous en tant qu'entreprise. Oui. Tu vois, de permettre aux gens d'avoir d'autres vies. D'avoir d'autres vies, exactement. Tu parles, tu as une hypothèse sur le fait qu'on est en train de vivre une 4e vague du féminisme. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant sur le fait que les valeurs dites féminines prennent le dessus sur la générosité, l'attention à l'autre. Tu peux nous parler un peu de cette idée-là? Oui, alors moi l'histoire des vagues, je trouve ça très intéressant, donc je me suis un peu penchée sur la question. Donc, les sociologues sont d'accord pour dire qu'il y a eu 3 vagues du féminisme. La première dans les années 1850 jusqu'au droit de vote en France, c'est l'acquisition des droits civiques et civils, donc avec le droit de vote en 45 pour les femmes. Ensuite, à partir des années 60, il y a une vague plus sur la libération du corps, la lutte contre le patriarcat, le féminisme, c'est MLF, etc., enfin dur, et puis les premières lois sur l'égalité professionnelle. La 3e vague, elle arrive à partir des années 90 et on parle là d'intersectionnalité. Le féminisme s'ouvre à d'autres discriminations que peuvent subir les femmes. Donc, on ouvre le débat aux lesbiennes, aux handicapés, aux femmes de couleur, etc. Donc, tout en poursuivant les combats d'avant. Et certains spécialistes, experts, disent qu'on est en train de vivre une 4e vague là, depuis les années 2010. Parce qu'en fait, pour constituer une vague féministe, il faut un renouveau de l'intérêt, de la mobilisation, et il faut d'autres moyens pour mener le combat et d'autres sujets. Donc, le renouveau, on l'a avec MeToo, etc. L'outil, c'est Internet. Donc, ça, c'est un nouveau moyen de mener le combat. Et les sujets, c'est la dénonciation des actes sexistes, misogynes, etc., systématiques grâce à l'outil d'Internet. Donc, il y a beaucoup d'experts qui disent qu'on est en train de vivre cette 4e vague avec une mobilisation des jeunes femmes aussi qui est immense, quoi. Donc, et moi, pour la déplacer sur la sphère professionnelle, je me dis que cette 4e vague, pendant les 3 premières vagues, ça a été un peu une logique de rattrapage. On a rattrapé les droits qu'on n'avait pas. Et cette 4e vague, ça serait celle de l'épanouissement des femmes et donc à nouveau ce dépassement de l'égalité
de dire, bon, ok, merci, vous nous avez donné ce modèle-là, mais en fait, nous, on voudrait aller au-delà de l'égalité et on voudrait créer notre propre modèle. Donc pour moi, la quatrième vague dans la sphère professionnelle, c'est celle où on invente notre propre modèle professionnel. Ouais. Ouais, qui est très empreint de valeurs totalement différentes de celles Oui, alors, le premier. ouais, Ouais. moi, j'aime pas trop dire que les femmes font comme ci et Non, les non. hommes managent comme ça, mais c'est des valeurs, ce sont des valeurs Mm. dites féminines Mm. qui n'existaient pas du tout dans l'entreprise, parce qu'avant, à nouveau, il fallait arriver avec son armure au bureau, et puis il fallait Ouais. surtout pas être faible, etc. Le monde du travail, avec son vocabulaire un peu guerrier, de sport, tu vois, c'est un combat, c'est dur, il faut se battre, tu vois, tu te fais passer dedans par les autres, il y a des bâtons dans les roues, bon, bah, ça, ce sont plutôt des valeurs dites masculines, Ouais. et effectivement, les femmes arrivent avec d'autres manières d'approcher la relation professionnelle, plus collaborative, plus constructive, peut-être plus sincère. C'est-à-dire, je pense que dans une négociation, une femme, elle va peut-être abattre ses cartes, tu vois, elle va arriver en disant, bah, voilà, moi, je veux ça, voilà ce que je veux, au lieu de partir dans un espèce de schéma, je vais être très dur au début, je vais être dans le conflit, je vais me montrer très dur pour ensuite, tu vois, c'est des approches, même concrètement, c'est très différent en fait. Ouais. Tu en as un super exemple d'ailleurs dans le livre, ouais, à un moment donné, qui est super bien, très intéressant. Ouais, d'une femme qui négocie des grands comptes et qui la première année se fait briefer par son boss et il lui dit, bon, alors là, il faut que tu sois super tough, donc tu arrives et puis tu maintiens une position très dure, etc. Donc elle y va sans trop y croire, elle fait la négo, bon, c'est pas trop mal. Et l'année d'après, elle dit, mais cette fois, je vais faire à ma façon. Et en plus, en face d'elle, elle a une autre femme. Et en fait, les deux femmes se disent dès la première réunion, bon, bah écoutez, on va faire un truc, ça va aller vite, ça va être constructif. Moi, je veux ça. Vous voulez ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit toutes les deux satisfaites et et donc, elle est ressortie de la négociation hyper contente. Et son boss lui a même dit, ah ouais, non, mais ça, effectivement, c'est une super négo. Ah oui, on peut faire aussi comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est un exemple très concret qui est intéressant. Ouais, il était super cet exemple. Et tu réévoques une découverte là, en neurosciences récente, mais que j'ai trouvé. J'en avais entendu parler dans un podcast et j'étais contente de le relire dans ton livre. Qui a pas juste, tu sais, on dit que les réactions en cas d'agression ou de stress, il y a le fight or flight. Mais qu'en fait, comme on a étudié que des rats mâles, on est complètement passé à côté d'une autre réaction instinctive. Qui est le tend and befriend. Donc, quelque chose de plus, on se regroupe et on se serre les coudes et on fait ensemble. C'est une autre approche, finalement. Une autre approche. Et j'ai trouvé ça génial. Et ça, appliqué à l'entreprise, ça a vachement de sens, en fait. Oui, bah voilà, ça, c'est une bonne métaphore de l'entreprise. On peut effectivement appliquer cette troisième approche et essayer, expérimenter. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, c'est un autre outil pour travailler. Ouais. Expérimenter, je crois que c'est vraiment le mot-clé sur ces sujets-là. Il y a un autre livre que tu cites à plusieurs reprises, et ça m'a tellement donné envie de le lire, c'est Women Who Run with Wolves. Donc, les femmes qui courent avec les loups, ça a été traduit en français, je crois. Oui. Et alors, parle-nous un peu de ce livre, parce que j'ai l'impression qu'il a été fondamental aussi pour toi. Mais oui, parce que ce livre, alors moi, j'étais totalement passée à côté. Il est paru en 92 aux États-Unis. Clarissa Pinkola Estes, donc c'est une universitaire qui a étudié la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, etc., et qui a écrit ce livre. Donc moi, je trouvais le titre un peu bizarre. Donc en fait, c'est une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit, il faut absolument que tu lises. Je me dis, mais c'est quoi ce titre un peu, tu vois, un peu New Age. Et en fait, c'est juste exceptionnel. Et elle fait un parallèle entre les femmes et les louves. En fait, si je peux... Enfin, moi, il y a un passage que j'ai repris qui m'a totalement parlé, si je peux le lire. Lis-le. Elle dit « Une femme saine est comme une louve, robuste, dotée d'une immense force vitale, débordante d'énergie, donneuse de vie, consciente de son territoire, inventive, loyale, bougeant beaucoup. Séparée de sa nature sauvage, sa personnalité s'affaiblit, s'étiole, devient spectrale. » Et ça, moi, ça m'a totalement parlé parce que je me suis vue dans mon bureau voûtée à 5 heures du matin en train de gratter les derniers et de voir le soleil se lever et tout ça. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, moi, je m'étiolais en fait dans cette manière d'exercer mon travail avec Sarah en étant coincée un peu dans ce bureau. Et donc elle fait l'hypothèse que la femme a une nature sauvage et que si on la bride, elle est malheureuse, alors qu'en fait, si on lui permet de la développer
eh ben, ça lui donne une force et une puissance incroyable. Et donc, le livre est juste... Ah ouais, non, il est incroyable. Et en fait, elle part de mythes, tu vois, de contes. Il y a notamment le conte de Barbe Bleue, que j'ai trouvé hyper éclairant. Et elle part de ça pour faire son propos et voilà, inciter les femmes à être elles-mêmes, à bouger, à délimiter leur propre territoire, à s'entourer des gens qui la portent. Enfin, ouais, ça a été une grande découverte aussi, ça, de lecture. Ça me fait des frissons de t'entendre dire ça. Non, c'est vachement fort. Et tu sais, et ce qui est marrant, c'est que dans les librairies, je le vois sur les tables. En fait, il revient là sur les tables. Donc, ça veut dire qu'il reprend un peu d'actualité. Génial. On mettra tous les liens en commentaire. J'aimerais bien qu'on parle du nouveau monde du travail qu'on pourrait construire, qu'on doit construire, parce que c'est aussi la mission de l'entreprise que j'ai créée. Et à un moment, tu poses une question très utile. Tu dis, mais en fait, qu'est-ce qui leur donnerait envie aux femmes de prendre le pouvoir, de rester? Oui, alors parce que c'est vrai qu'on parle toujours de plafond de verre, que les femmes se mettent des freins, qu'en fait elles veulent pas prendre le pouvoir, qu'elles veulent rester dans leur coin, etc. Et moi, je me suis interrogée en me disant, mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas prendre le pouvoir? Peut-être parce que la définition du pouvoir telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça les intéresse pas trop. Dans le sens où le pouvoir exercé comme quelque chose qui est détenu par une personne, qui est tout en haut, isolé, tout seul, parce que c'est ça aussi, avoir le pouvoir, c'est quand même être super seul, avec tous les autres en bas qui sont là en train de le regarder avec autorité, etc. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut changer en fait. Peut-être que le pouvoir, il faut l'entendre comme quelque chose de... au contraire, avoir le pouvoir, c'est être au milieu de quelque chose et de gens et de les fédérer, de les rassembler. Avoir le pouvoir, finalement, est-ce que c'est pas emmener les autres, les propulser et être au centre de ces gens-là, plutôt que, voilà, à nouveau, dans une idée verticale, plutôt qu'être tout en haut avec les autres en bas. Et finalement, il n'y a pas de friction, tu vois. Je trouve que peut-être si on redéfinit, si on admire les gens qui ont du pouvoir parce que justement ils sont au centre des choses, peut-être que ça donnera envie aux femmes de prendre le pouvoir. Et parce qu'ils sont fédérateurs et parce qu'ils sont... À un moment, il y a une de tes interviewées qui dit on lui reprochait son style de management. Oui, trop généreux. Oui, c'était dingue ça. Oui. Tu fais trop attention aux autres. Oui, c'est ça. Elle disait je manageais avec générosité, c'était ma façon de faire. Et en fait, on lui disait non, mais il faut pas que tu t'intéresses aux gens comme ça. Et tu sais, mais moi, c'est comme ça que je fais, quoi. Donc, Et justement, tu parles de cette solitude qui, je pense, parle beaucoup à celles qui écoutent et qui le vivent. Mais c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi. C'est, tu vois, en fait, dans le fond, c'est quoi le pourcentage qui fait que ça bascule? Tu vois, quand tu es toute seule au milieu d'un codir où il n'y a que des hommes, ou je me suis souvent demandé, mais si on avait été plus de femmes, ça aurait changé quoi? Tu vois, ça aurait fait quoi? Oui, l'image de la réunion où tu arrives et il y a 15 types en costume autour de la table et toi, tu es toute seule, pour moi, elle est très, très marquante parce que c'est quand même un choc visuel. Et une des femmes que j'ai interviewées m'a dit, c'est marrant, elle était très affirmative, elle m'a dit, moi, je pense qu'il faut 25% de l'autre sexe pour que ça commence à basculer et que le sexe dit minoritaire se sente à l'aise et suffisamment en confiance pour vraiment s'exprimer, etc. Donc, bon, elle me dit, si on est 2 sur 15, c'est déjà bien parce que tu peux déjà avoir... Parce que c'est fou, c'est très concret, en fait. Si dans la salle, tu as 3 ou 4 femmes avec qui tu peux avoir un échange, un regard, et tu sais qu'en fait, elles te comprennent, ça change tout. Et elle disait, 1 ou 2, c'est pas suffisant. 4 ou 5 sur une vingtaine, déjà, tu vois, un peu répartis dans la salle. Donc ça, c'était son chiffre à elle. Je pense qu'elle n'a pas tort. C'est pour ça d'ailleurs que les lois qu'on met en place, tu as vu, c'est 40%. On parle de... Je pense que ça a été réfléchi aussi. Ça bascule, il faut quand même être plusieurs. Oui, c'est sûr. C'est seul, c'est trop difficile. Dans le fond de tout ce qu'on raconte là, il y a beaucoup question de fluidité. De fluidité entre les rôles, entre les espaces, entre les différents temps de vie aussi. Et tu appliques cette notion de fluidité aussi à l'entreprise sur la fin de ton livre. Tu parles pas mal de l'entreprise étendue et de talents externalisés. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Mais ça, c'est venu parce que moi, parmi les femmes que j'ai interviewées, beaucoup sont finalement restées, ce que je te disais, dans leur métier. Simplement, elles ont fait aussi ce pas de côté. Elles se sont mises en indépendantes et elles continuent à travailler avec l'entreprise dans laquelle elles étaient salariées avant. Donc déjà, c'est
c'est hyper agréable et c'est hyper confortable quand tu quittes ta boîte, mais que tu continues. Et donc, c'est une des femmes que j'ai interviewées qui m'a parlé de ça, de talent externe. C'est qu'en fait, elle avait passé 15 ans dans sa boîte. Et là, en fait, elle continue à bosser avec eux, mais en externe, en indépendante. Et qu'elle, ça lui a changé la vie parce qu'elle a eu un autre mode de vie et même une autre légitimité, j'ai envie de dire. Tu vois, l'entreprise fait appel à elle parce que pour ses compétences, etc. Elle n'a plus du tout la pression et la charge de la hiérarchie, etc. Et donc, beaucoup ont fait ce pas de se mettre à côté de la grosse entreprise et de travailler pour elle en indépendante. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et moi, personnellement, c'est aussi ce que j'ai fait. Moi, j'ai monté un réseau de traductrices juridiques, donc on continue à travailler avec des avocats et avec nos anciens confrères. Mais on est indépendante, on n'est pas au sein d'un cabinet, parce que là, je pense que ce serait plus, tu vois, moins facile, on serait moins reconnu. Là, ils font appel à nous parce qu'on a une expertise. Et voilà, on s'est mise à côté, en fait. Ouais. Et comment il marche ton collectif, justement? J'avais envie que tu nous en dises un peu plus. Comment ça fonctionne? Donc on est 8 femmes. C'était pas décidé, c'était pas conscient, mais c'était peut-être inconscient parce que il se trouve qu'on est 8 anciennes avocates. On a toutes travaillé ensemble en tant qu'avocates dans des structures différentes. Donc déjà, ce qui est super, c'est qu'on sait exactement comment on travaille et donc il y a une confiance qui est absolue. On a choisi délibérément une structure, mais hyper légère, c'est-à-dire que nous, on est toutes indépendantes, on est toutes professions libérales. Donc, on a seulement une marque et un site Internet en commun. On a chacune nos comptabilités. Donc, en fait, c'est hyper léger. On n'a même pas mis en place de système de commission. S'il y en a une qui reçoit un dossier et qu'elle ne peut pas le faire, elle le passe à une autre. On s'est dit, on ne va pas commencer à se facturer des pourcentages parce que déjà, ça va prendre un temps fou. C'est compliqué. Et si tu veux, en fait, comme c'est fluide, chacune envoie à l'autre. Et donc, on a un groupe WhatsApp. C'est vraiment du très, très léger, quoi. Moi, je partage un bureau avec une des 8. Mais sinon, les autres sont chez elle. Et on se parle. Voilà, c'est assez informel, en fait. Ça roule. Ça fait 10 ans que ça dure. Et c'est comme si on avait dépouillé le travail de toutes les choses qui peuvent compliquer, polluer, prendre du temps. Et tu vois, l'histoire des commissions, c'est hyper révélateur. Parce qu'on aurait pu rentrer là-dedans et se refacturer 2%, mais on s'est dit, ça va créer des tensions. C'est inutile, en fait. On se fait confiance. Il y en a une, tu vois, par exemple, qui prend toutes les vacances scolaires. C'est pas un problème, elle nous l'a dit, donc on va pas lui dire mais cette année t'as pas assez travaillé. De toute façon on s'en fiche parce que comme on a nos comptas perso, elle gagne moins que les autres, mais c'est son choix. Et s'il y en a une qui peut pas prendre un dossier, on dit ok, on demande à une autre, et on sait que si un dossier est pris par une de nous, il va être fait de manière ça va être parfait et qu'il y aura même pas à vérifier, quoi. Donc c'est très mais c'est aussi parce qu'on se connaissait avant, on s'était vu travailler dans d'autres circonstances et qu'on est complètement sur la même longueur d'onde, en fait. Ça doit être, pour vous, je vois très bien les bénéfices, les avantages, mais même pour vos clients, ça doit être super rassurant de savoir qu'il y a ce collectif-là qui existe et que dans tous les cas, leur demande sera traitée et bien. Oui, parce que l'idée, c'était de surtout pas dire non à un client et de le laisser en l'air, quoi. Donc, ça nous permet de gérer le flux de dossiers, de jamais dire non, tout en étant super fluide, effectivement, et débarrassé de toutes ces histoires de justification, rapport de force. Il n'y a pas de statut, on est toutes sur le même plan d'égalité. En fait. Et alors, justement, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce qui est dit dans ton livre, c'est que souvent ces femmes finissent par se regrouper entre elles. Et il y a un côté, même si tu dis que là ça s'est fait spontanément comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi finalement de se couper aussi des hommes, tu sais alors je pense pas parce que déjà, moi, mes clients, c'est autant des hommes que des femmes. Et puis s'il y a un avocat qui veut devenir traducteur, évidemment qu'on va lui ouvrir les portes et que c'est pas du tout, comme je te dis, c'est pas une décision. Je pense qu'il y a un peu de l'idée, tu vois, c'est un peu l'idée que à nouveau le balancier il part dans un sens, on a envie de se regrouper entre femmes, on expérimente, on teste, mais je suis pas inquiète sur on va pas avoir deux mondes parallèles avec des hommes et des femmes, je pense pas. Et puis les jeunes générations, ça c'est ce que je voulais dire aussi, j'en parle dans le livre.
sont beaucoup plus poreux sur ces sujets. Et je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui veulent aussi, enfin, qui aspirent aussi à un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et qui ont d'autres aspirations que l'argent, le pouvoir, etc. Et donc, qui vont se reconnaître dans ces structures et qui vont avoir envie d'être embauchés même dans une structure où il n'y a que des femmes. Ouais. Je vois pas ça. Je pense, enfin, moi, je suis pas inquiète là-dessus. Ouais, il n'y a pas de... Effectivement, toujours cette idée de fluidité, quoi, en fait. Où c'est même pas un sujet, en fait. Non, il se trouve que... Puis alors, justement, c'est une chance, parce que si on en arrive à ce que des structures se créent qu'entre femmes, ça veut dire vraiment que les femmes au travail sont devenues vraiment chez elles, justement. Donc, c'est bien. Ouais. Que ça parte dans l'autre sens, en fait. Ouais. Ma question rituelle de clôture du podcast, c'est savoir de quoi tu es fière. Alors, vraiment, comme tu l'interprètes comme tu veux. Mais je suis fière d'avoir sauté le pas et d'avoir... En fait, je suis très fière d'avoir créé cette structure un peu comme elle est venue, quoi. Je suis fière que ça fait 10 ans que ça marche. Moi, je suis hyper contente d'aller au bureau tous les jours. C'est facile et le travail est devenu agréable tout en étant intéressant et hyper satisfaisant. Donc, je suis fière de ça et je pense que je suis fière d'avoir créé quelque chose, en fait. Tu vois, l'idée de quelque chose de nouveau, de différent. C'est bien de créer aussi, tu vois, de participer à la création du monde. Pas juste de dire merci de nous inclure dans celui qui est déjà là, mais en fait, c'est sympa de créer quelque chose. Ouais. Donc voilà, je suis sur la création, je trouve que c'est quelque chose qui est très très satisfaisant. T'as employé un mot là qui me semble fondamental en fait aussi derrière tout ce qu'on discute là, mais c'est le plaisir de travailler. Oui. Parce que j'ai l'impression que... parce que moi je trouve que le travail peut être fait, et ça peut, à nouveau on revient à cette idée que ça n'a pas besoin d'être fait dans la souffrance, dans la difficulté, etc. Ça peut être fait en bonne entente, dans une ambiance courtoise, sympa et agréable, en fait. Donc, pourquoi ne pas prendre du plaisir à travailler ? Et donc se donner les moyens de se dire que c'est possible et que c'est à ça qu'on peut aspirer, en fait. Un poste intéressant, ambitieux, etc. n'est pas forcément synonyme d'en baver. C'est ça, Voilà. Exactement. Un message fort. Merci Céline. Vraiment. Merci à toi, Sandra. C'est génial parce que tu nous présentes ces femmes. C'est vraiment les rôles modèles du 21e siècle, je crois. Loin des clichés, loin des formules un peu toutes faites, en nuances, en finesse. Et pour ça, vraiment, merci beaucoup. Merci pour prendre le contrôle de ton livre. À bientôt. Merci Sandra, au revoir. Au revoir. Un immense merci à Céline pour notre échange et pour son livre, qui, j'en suis sûre, va aider tant de femmes à croire en leurs ambitions et définitions de la réussite. Je vous partage une dernière anecdote que Céline m'a partagée après que nous ayons arrêté d'enregistrer. Elle me racontait que sa colocataire de bureau, qui est aussi membre du collectif de traduction juridique qu'elle a cofondé, a une passion pour la poterie et a installé un tour de potier dans leur bureau. Pendant que Céline écrivait le livre, sa colocataire faisait des pauses en faisant de la poterie. L'efficacité au travail ponctuée par des vrais moments de plaisir. Toujours le « et » à méditer. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez les équilibristes, votre soutien est précieux pour permettre à d'autres de le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien sur vos réseaux, Instagram, LinkedIn, par mail, par texto, et mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément, alors merci beaucoup d'avance. On se retrouve dans 2 semaines pour le portrait d'une autre femme qui invente le travail de demain et que j'ai vraiment hâte de vous partager. Prenez bien soin de vous et à bientôt.